Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'énigmatique et dramatique affaire du col de Dyatlov. Au cours de l'hiver 1959 en Russie, 9 randonneurs dirigés par Igor Dyatlov ont disparu dans le nord de l'Oural. L'enquête a révélé qu'au milieu de la nuit, ils ont coupé leur tente de l'intérieur et se sont enfuis sans chaussures, laissant derrière eux leur manteau, du matériel et de la nourriture. Les causes de la tragédie n'ont jamais été clarifiées et l'enquête a rapidement été classée. Le scénario pourrait sortir tout droit d'un film d'horreur et malgré des décennies de spéculation, le mystère reste entier. Au départ, l'expédition était composée de 8 hommes et de 2 femmes qui étaient presque tous des étudiants ou des diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Parmi eux, Igor Dyatlov, un étudiant âgé de 23 ans en ingénierie radio. Il était le chef du groupe, un athlète passionné de randonnée. Yuri Doroshenko, un étudiant de 21 ans également en ingénierie radio. Alexander Kolevatov, un étudiant en physique nucléaire de 24 ans, Ludmila Dubinina, une étudiante de 20 ans en ingénierie et en économie, Zinaïda Kolmogorova avait 22 ans et était aussi étudiante en ingénierie radio. Yuri Krivonichenko, un jeune ingénieur qui allait avoir 24 ans. Il avait travaillé pour une usine de plutonium. Rustem Slobodin, âgé de 23 ans et tout juste diplômé, était un coureur de fond. Nikolai Thibault-Brignol était aussi âgé de 23 ans, tout juste diplômé. Aussi, il était également un randonneur expérimenté. Et Semyon Zolotaryov était quant à lui le membre le plus ancien et le plus mystérieux du groupe. Âgé de 38 ans, de 1941 à 1946, il faisait partie des forces armées soviétiques et avait participé à la Seconde Guerre mondiale et à la Grande Guerre patriotique. Récompensé à 4 reprises, il a traversé tous ces conflits sans la moindre égratignure. Tout cela ne reviendront jamais. Le 10e membre s'appelait lui Yuri Yudin, un étudiant en économie de 22 ans. Ce dernier était tombé malade en cours de route et avait fait demi-tour, laissant ses compagnons poursuivre leur périple. L'expédition devait durer 14 jours et avait pour but d'atteindre Otterton, une montagne située à 10 km au nord du lieu du drame. Cette route à cette période de l'année était très difficile, mais ils étaient tous expérimentés dans les longues randonnées à ski et les expéditions en montagne. Les notes qu'écrivaient les membres du groupe et leurs appareils photo ont été retrouvés et nous donnent la possibilité de retracer leur itinéraire avant de mourir. Ils ont débuté leur marche le 27 janvier et dès le lendemain, Yuri Yudin a été forcé d'abandonner à cause de la maladie. Le reste du groupe atteint les hauts plateaux et décide d'y établir un camp de base afin d'y laisser de la nourriture et du matériel pour le voyage du retour et également pour s'alléger. Le 1er février, l'ascension commence. Mais à cause du blizzard et de la faible visibilité, l'équipe se perd et finit par dévier son trajet vers l'ouest. La nuit, les températures pouvaient atteindre les moins 40 degrés. Ils prennent la décision de s'arrêter et de camper sur le flanc d'une montagne appelée Kolatsiakul, également appelée la montagne de la mort par les autochtones de la région, la tribu des Mansi. Les 9 randonneurs trouveront la mort le lendemain, le 2 février. Il était convenu d'avance que Dyatlov envoie un message à leur club sportif le 12 février, mais les retards de quelques jours étaient courants dans ce genre d'expédition. Ce n'est qu'à partir du 20 février que les familles réclament l'envoi d'une équipe de secours composée dans un premier temps de professeurs et d'étudiants. L'armée et la police les rejoindront un peu plus tard. Le 26 février, un étudiant fut le premier à retrouver la tente des disparus. Celle-ci contenait encore des affaires, dont leurs chaussures et leur équipement vital. Il y avait aussi des plats avec de la nourriture qui indiquaient qu'ils étaient en train de se préparer à dîner lorsqu'ils ont été obligés de s'enfuir. Sur un de ses flancs, la tente avait été lacérée avec un couteau de l'intérieur. Il semblerait que ce soit par là que les 9 familles se soient échappées. Des traces de pas allaient en direction de l'est vers un bois. C'est à la lisière de ce bois, sous un grand pin, que l'équipe de secours trouvera les restes d'un feu de camp et les 2 premiers corps. Ceux de Krivonichenko et Doroshenko portant uniquement leurs sous-vêtements. Entre le pin et le camp, 3 autres corps seront retrouvés, ceux de Dyatlov, Kolmogorova et Slobodin. Les positions de leurs corps permettaient de supposer qu'ils essayaient de rejoindre le camp au moment de mourir. D'après les autopsies, ils étaient tous morts d'hypothermie, jusque-là rien d'incroyable, par une nuit à moins 40 degrés. Les recherches concernant les 4 autres randonneurs vont durer plus de 2 mois. Ils seront découverts le 5 mai sous 4 mètres de neige dans un ravin à 75 mètres du Grand Pin. Et c'est à partir de là que les choses deviennent étranges. L'examen des 4 corps va modifier la suite de l'enquête. 3 d'entre eux avaient des blessures mortelles. Thibault-Brignol avait subi d'importants dommages au crâne et Dubinina et Zolotaryov avaient des fractures importantes au niveau des côtes.
Selon le médecin légiste, la force nécessaire pour causer de tels dégâts devait être extrêmement élevée. Il l'a comparé au choc d'un violent accident de voiture. Plus étrange, les corps ne présentent aucune trace extérieure de lésions ou de blessures qui correspondraient aux fractures. C'est comme s'ils avaient subi une forte pression de l'intérieur. Le corps de Dubinina était le plus abîmé. Sa langue, ses yeux lui manquaient, ainsi qu'une partie de ses lèvres et de la peau sur le visage. Ça s'explique en partie par le fait qu'elle avait été retrouvée face contre terre dans un petit courant d'eau passant sous la neige. Ce petit groupe était conscient et avait même réussi à creuser une tanière dans la neige. Toujours plus bizarre, les corps ont été retrouvés à quelques mètres de leur abri improvisé dans la partie profonde du ravin. Et une partie des vêtements de Dubinina et de Kolevatov était hautement radioactifs. La conclusion de l'enquête fut que les membres du groupe étaient morts à cause d'une force irrésistible inconnue. L'enquête est officiellement terminée en mai 1959. Mais les documents la concernant ne sont rendus publics qu'au début des années 90. Pendant 3 ans, il était interdit d'aller sur le site du drame. La conclusion était trop vague, beaucoup de questions étaient restées sans réponse et l'armée semblait vouloir dissimuler des preuves. Passons maintenant aux différentes théories. L'une des premières était naturellement celle de l'avalanche. Ce qui aurait pu expliquer pourquoi le groupe avait dû quitter dans l'urgence le camp, la position des 4 derniers corps sous la neige et une partie de leurs blessures. Mais aucune des tentes n'avait été retrouvée renversée à cause de la neige et leurs traces de pas n'auraient pas pu être visibles. Beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que le KGB les aurait éliminés, mais cette théorie ne tient pas la route. Non seulement le corps des victimes ne présentait aucune trace de coup ou de blessure, mais le fait que les premiers retrouvés étaient entièrement dévêtus est une preuve qu'ils ne sont pas tous morts en même temps, et que les survivants, ne pouvant pas retourner au camp pour une raison inconnue, récupéraient les vêtements de leurs compagnons décédés afin de survivre au froid. Des soldats d'élite les auraient tous abattus tout de suite. Et en plus, il est important de se souvenir qu'au cours de leur ascension, nos jeunes randonneurs se sont perdus à cause du blizzard, et ont quitté leur route initiale et sont donc devenus beaucoup plus difficiles à repérer. Pendant un temps, les autochtones Mansi ont été montrés du doigt comme potentiels coupables. Ils auraient attaqué et tué les randonneurs qui se seraient introduits sur leur territoire, mais la tribu des Mansi a toujours été reconnue comme un peuple pacifique, et les seules traces de pas au camp étaient celles des jeunes. Et comme pour les autres théories d'assassinat, l'absence de coups, de blessures dues à une bagarre est un véritable problème. Une autre théorie très répandue est celle d'essais militaires secrets, de missiles ou encore de fusées. Mais les premiers secouristes arrivés n'ont trouvé aucun débris ni même de signes d'impact. On peut tout de suite écarter l'hypothèse du Yeti ou d'un animal sauvage, aucune trace de sang ou d'attaque sur les lieux du drame. Semyon Zolotaryov, le membre le plus âgé et le plus mystérieux du groupe, a longtemps été représenté comme possible coupable, à tel point que le 12 avril 2018, son corps a été exhumé afin de vérifier qu'il s'agissait bien de lui. Suite à 2 tests ADN, il sera finalement le 16 juillet identifié comme étant bien Semyon. Il existe des dizaines de théories différentes, elles ont toutes leurs points forts et leurs faiblesses. Je ne pourrai pas toutes vous les exposer, mais je vais vous donner mes 2 préférés. Je ne pense pas qu'ils aient été abattus par des militaires. Mis à part Semyon Zolotaryov, ils étaient tous de jeunes ingénieurs diplômés dans des domaines très spécifiques. La communication, le nucléaire, il est alors facile d'imaginer que cette randonnée était une diversion et qu'ils étaient en réalité en mission, qu'ils étaient eux-mêmes des soldats. Ils auraient choisi ce lieu isolé pour faire leur expérience, mais les choses se seraient mal passées. Suite à une erreur, les lieux auraient été contaminés et ce serait pourquoi l'armée aurait interdit l'accès au site pendant 3 ans. L'autre hypothèse, moins probable mais tout aussi intéressante, est celle de l'intervention d'un objet volant non identifié ou d'une force mystérieuse. Alors qu'ils se préparaient tranquillement à manger, ils identifient très clairement un danger ou quelque chose qui leur fait peur face à eux et décident de tout abandonner sur place, de déchirer leur tente afin de la quitter en restant le plus discret possible, et de partir en direction d'un bois. Nous connaissons la suite, mais pas les détails. En supposant que toute cette affaire ne soit pas une mise en scène de l'armée soviétique, la théorie de la mauvaise rencontre devient plausible. Et quand toutes les solutions logiques et sensées ont été épuisées, il est normal de se tourner du côté du fantastique, du paranormal, pour donner du sens ou une réponse à un événement mystérieux. Un ovni, un démon, un esprit, ou comme dans la conclusion des examens médicaux, une force irrésistible inconnue. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées, d'autres théories intéressantes sur le sujet, si la vidéo vous a plu ou non. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau phénomène inexpliqué. Ciao!